Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où, comme chaque matin, je vais vous résumer l'actualité autour du développement. Et en plus, les choses elles sont quand même assez bien faites parce que l'émission elle s'appelle Dev et Café. Et pour ce qui est du programme du jour, eh bien on va voir que ni vu ni connu, Firebase va stopper les Dynamic Links, ou encore que Kotlin 1.9 est disponible en bêta, et enfin que Microsoft va améliorer sa DevBox. Et allez, comme d'habitude, eh bien je vais mélanger tous ces sujets que vous retrouverez bien sûr dans la barre de progression. Et bon, je vous invite quand même à tous les regarder parce que c'est quand même plus intéressant, et en plus moi j'ai mis du temps à les préparer. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence là maintenant tout de suite avec tout ce programme. Pour commencer, hier je vous avais parlé d'accessibilité, et bien aujourd'hui je remets le sujet sur la table avec le Reading Mode qui est disponible depuis le mois de décembre sur Android. Alors concrètement, depuis n'importe quelle application, vous pouvez extraire le contenu et laisser une voix vous lire le texte. En fait, c'est exactement la même chose que ce que vous avez dans les navigateurs pour en fait ne garder que le texte et enlever par exemple toutes les images, tout le texte qu'il peut y avoir autour. Et donc c'est un tout petit peu comme les navigateurs, mais sauf qu'ici c'est avec les applications Android à la place. Et d'ailleurs Google a plutôt bien fait les choses en pouvant notamment changer les couleurs ou même la taille du texte. On a donc ici un très bon exemple que l'accessibilité ça ne sert pas forcément qu'aux personnes handicapées. Et il se trouve qu'une première mise à jour pour l'application est disponible, et désormais vous ne serez plus obligé de rester sur l'écran du Reading Mode pour que le contenu y soit lu. À la place, vous aurez une notification qui vous permettra d'avoir les contrôles classiques sur la lecture multimédia avec le play, pause, etc. etc. Et en réalité, c'est le seul changement de cette mise à jour, mais je voulais vraiment vous pointer du doigt cette fonctionnalité, parce qu'en réalité, vous n'avez même plus besoin d'implémenter ça dans vos applications, car en fait, Google l'a d'une certaine manière gentiment implémenté pour vous. Et on poursuit, et comme on dit, il faut se remettre au boulot, et pour ça, on va s'intéresser au langage. Et le premier, c'est Kotlin, où probablement la dernière version avant la fameuse 2.0 vient d'être rendue disponible en bêta. Et dans cette 1.9, il y a une énorme liste de corrections de bugs. Et malheureusement, côté nouveauté, c'est assez léger. Mais malgré tout, il y a une API pour la partie analyse de code qui sera a priori plutôt utilisée par des plugins dans les IDE. Mais surtout, la seule nouveauté qui m'est apparue à peu près intéressante pour nous, c'est la possibilité d'avoir des constructeurs secondaires avec un body sur les value class. Bon, je suis pas sûr que ça concerne grand monde. Mais forcément, vu qu'on se rapproche de Kotlin 2.0, c'est surtout le fameux nouveau compilateur K2 qui reçoit en fait la tonne de corrections, et l'idée c'est que vous pouvez déjà le tester, même si c'est pas encore stable. Et d'ailleurs, Kotlin 2.0 est bien prévu pour cette année si tout se passe bien. C'est pour ça en fait qu'il y a très peu de nouvelles fonctionnalités, parce que sinon il faudrait les développer à la fois pour le compilateur actuel, mais aussi le nouveau. Voilà donc pour Kotlin, et si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit il y a quelques secondes, j'ai parlé non pas d'un langage, mais de plusieurs. Et en effet, Go, qui est maintenu par Google, va maintenant avoir une déclinaison qui s'appelle Go+. Et l'idée c'est que cette déclinaison elle est aussi open source, mais elle vise un public légèrement différent, à savoir principalement le STEM, c'est-à-dire pour faire de l'apprentissage auprès des enfants. Et si je vous cite rapidement les fonctionnalités, il est question d'un langage statiquement typé tout en se rapprochant d'une syntaxe proche des scripts pour justement faciliter l'écriture par des enfants. Mais on est bien sûr des performances similaires à du Go tout en pouvant mélanger le code entre les deux langages, c'est-à-dire entre du Go et du Go+. Et vous avez déjà du code à disposition et même en playground en ligne pour tester sans vous prendre la tête. Alors après, est-ce que ce langage y remplacera du Scratch par exemple? Eh bien ce sera essentiellement au long terme qu'on le verra. Et à être un peu dans les sujets méta, vous avez probablement entendu parler du format AVIF qui est par exemple utilisé sur Netflix ou YouTube et particulièrement sur les hautes définitions, car en fait ce codec vidéo il permet de réduire beaucoup la consommation de données. D'ailleurs ce format il est open source, mais il y a un regroupement de sociétés qui sont aux manettes qui s'appelle d'ailleurs l'Alliance for Open Media, où on retrouve notamment Amazon, Google, Mozilla, Apple et Samsung. Mais les régulateurs européens s'interrogeaient s'il ne fallait pas ouvrir une enquête, car finalement il n'y a que des géants mondiaux dans cette alliance qui d'une certaine manière forcent son adoption vu leur part de marché. Et si je cite un porte-parole de l'Union européenne, la Commission a décidé de clore l'enquête pour des raisons de priorité. La clôture n'est pas une conclusion de conformité ou de non-conformité avec les règles de la concurrence dans l'UE, la Commission continuera à surveiller les questions liées à la concurrence concernant les brevets essentiels ayant un impact substantiel sur le marché de l'UE. Et d'une certaine manière, ça doit être un ouf de soulagement dans l'Alliance, mais d'un autre côté, c'est simplement une sorte de livre qu'on referme et qu'on laisse poser sur le bureau. Alors autant vous dire qu'au moindre faux pas, j'en connais qui sauteront sur l'occasion. Alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas une chose est sûre, ma transition elle est complètement pétée, et voici donc les actus en bref. Dans le cadre du Global Accessibility Awareness Day, Google a présenté plusieurs nouveautés pour améliorer l'accessibilité dans ses produits. Côté Google Maps et sur les pages de commerce, son symbole indiquera désormais si l'entrée est accessible au fauteuil roulant. Et côté Chrome, le navigateur détectera automatiquement les fautes de frappe et suggérera des corrections.
C'est d'ailleurs déjà disponible sur le desktop et ça arrivera très prochainement sur mobile. Sur un tout autre sujet, le groupe Meta avait racheté Jiffy, mais la commission anglaise avait annulé son rachat. Finalement, Meta peut enfin refermer la page en ayant désormais vendu à Shutterstock le site de GIF. Mais c'est une grosse perte d'argent car après l'avoir acheté pour 400 millions de dollars en 2020, le rachat n'atteint que 53 millions de dollars. Ensuite, l'effet Bing AI n'a été que de courte durée au niveau mondial, mais au mois d'avril et en Chine, Bing a fait bien mieux que Baidu en étant désormais le leader avec 37% de part de marché, comme quoi c'est toujours utile de s'auto-censurer. Et toujours en Chine, l'application Evernote vient de lancer une tablette e-ink pour écrire des notes et ensuite les synchroniser avec l'application. Vendue pour un peu plus de 300 €, il sera intéressant de voir si elle sera exportée à l'étranger. Et enfin, une mauvaise nouvelle si vous habitez en France, car la taxe pour la copie privée pourrait être élargie aux ordinateurs. Et en effet, les ordinateurs peuvent servir de support pour l'envoi de fichiers sur le cloud, il serait donc dommage de ne pas taxer cette catégorie de produits. Allez, on reprend, et hier je vous avais dit que j'espérais qu'aujourd'hui on ne parlerait pas de mauvaises nouvelles. Eh bien, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est raté. Alors pour vous expliquer, les Firebase Dynamic Links, ils permettent d'avoir des liens personnalisés comme par exemple monsite.com/masuperpromo. Et l'idée c'est qu'en fonction de chaque OS, ça peut rediriger vers des endroits différents. Par exemple, si votre application elle supporte les deep links, ça peut amener vers une promo directement dans votre appli. Mais si toutefois l'application n'est pas installée, ça propose donc de l'installer et ensuite ça notifiera bien de la route sur laquelle vous aviez cliqué. Et en plus, c'était gratuit et peu importe d'ailleurs le nombre que vous en aviez ou même le trafic, Google ne faisait absolument rien payer. Mais je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai utilisé le passé. Eh bien oui, car notre très cher Google a mis à jour la page de FAQ sans vraiment en prévenir qui que ce soit, et ils indiquent que d'ici à la fin de ce deuxième trimestre, c'est-à-dire d'ici à la fin juin, on aura des informations sur l'arrêt du service, car oui, Google annonce bel et bien mettre fin sous 12 mois. Et c'est quand même ultra vicieux de leur part, car à la Google I.O., ils auraient quand même pu en profiter pour nous prévenir, mais j'ai quand même l'impression qu'ils n'ont pas de réelle alternative à nous proposer. Mais bon bref, d'une manière générale, si vous utilisez des deep links, il fonctionnera encore pendant à peu près un an, et si vous comptiez les utiliser, eh bien comme qui dirait, passez votre chemin. Tiens, on reste vite fait chez Google, et quand même une bonne nouvelle puisqu'ils viennent d'ouvrir leur programme de Bug Bounty pour les applications Android du groupe Alphabet, comme Gmail, Waze, Fitbit et les dizaines d'autres. Alors je ne vais pas vous lister toutes les failles que vous pouvez dénoncer, mais selon le type, vous pouvez recevoir jusqu'à 30 000 $. Bien sûr, comme d'hab, tous les liens et les explications sont dans la description. Allez, on laisse ici Google pour aujourd'hui, et en ce moment, Microsoft propose sa conférence pour les développeurs, à savoir la Build. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur leur site, car toutes les sessions sont aussi fournies en vidéo à la demande au fur et à mesure qu'elles sont tournées en direct. Et je vous passe les annonces sur les IA car ça concerne essentiellement plus les outils grand public. En revanche, pour la partie développeur, je vous avais déjà parlé de la DevBox et la bonne nouvelle c'est qu'elle sera disponible pour tous le 10 juillet pour être très précis. Mais là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette DevBox? Et pour bien vous faire comprendre la problématique, aujourd'hui on a besoin d'une machine assez puissante pour arriver à compiler. Pareil, quand quelqu'un de nouveau arrive dans une équipe, il faut lui faire cloner tous les repos, installer tous les IDE, tous les outils, et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et en parallèle, vous avez peut-être vu que sur les terminaux assez légers de personnes qui font essentiellement de la bureautique, on leur propose de plus en plus des bureaux virtuels, c'est-à-dire que leur environnement il est en fait dans le cloud et finalement devant eux, ils ont juste qu'un seul écran. Eh bien les DevBox, c'est à peu près la même idée, mais appliquée aux développeurs, et dans l'idée ça fonctionne avec l'offre Office 365 qui est en gros réservée aux entreprises. Et l'idée c'est que les administrateurs ils pourront préconfigurer des VM pour déjà éviter les temps d'installation, mais en plus ces VM elles pourront être dans le même réseau qu'un Git par exemple, donc ça veut dire moins de temps de téléchargement si le réseau par exemple il n'est pas top, mais aussi moins de problèmes de sécurité. Et l'idée c'est donc qu'en juillet l'offre elle sera disponible pour tous car aujourd'hui elle est encore limitée. Mais ensuite, moyennant un abonnement mensuel, les entreprises elles pourraient s'y retrouver vu que les coûts en termes de matériel ils seront bien moins élevés. Par contre, j'y vois quand même un gros inconvénient. Et imaginons que vous vouliez développer par exemple dans le train. Je vois difficilement comment ça pourrait être compatible. Mais finalement, si on regarde bien côté jeu, Microsoft y met en avant le cloud gaming, et ici finalement c'est exactement la même chose, mais appliqué au monde des développeurs. Et d'ailleurs, ils ont certes annoncé les DevBox, mais il y a aussi la Dev Home. Et l'idée c'est que c'est disponible dès à présent en preview, mais c'est un peu l'équivalent de la box, mais sur un Windows 11 local. Ça vous permettra par exemple facilement de vous connecter à un GitHub, mais surtout de recevoir là aussi toute une configuration que vous pourrez définir avec Winget. En gros, quand une nouvelle personne arrivera dans l'entreprise, on lui donnera un nouvel ordinateur et tout sera préconfiguré. Et là aussi, chose intéressante qui est plus ou moins liée à la Dev Home, c'est que vous pouvez créer un Dev Drive. Et en fait, c'est un volume de stockage qui est optimisé pour les entrées-sorties tout en garantissant la sécurité, et là pour le coup, c'est testable tout de suite. Donc finalement, c'est à vous de choisir soit avec le cloud avec les DevBox, soit sur votre PC en local avec la Dev Home. Alors de mon côté, je trouve ces idées particulièrement intéressantes et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Mais bon, Microsoft a fait venir des journalistes du monde entier, et clairement, c'est ni l'IA ni les devbox qui sont intéressantes. Parce que oui, la grosse nouveauté, c'est qu'enfin Windows 11 supportera les archives au format RAR, 7-zip ou GDED, comme qui dirait, il était temps. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir de l'actu en ce mercredi. Mais en réalité, il y avait aussi plein de sujets autour de la conférence de Microsoft, mais j'ai préféré quand même pas vous les évoquer, comme par exemple des choses sur Teams ou alors leur BI, idem les plugins pour OpenAI qui sont compatibles avec Bing. Ouais, ça tient à une phrase et je vais pas vous en dire plus. Mais quand même, demain, je poursuivrai avec d'autres infos car la conférence, elle dure sur 3 jours. Et là par contre, maintenant c'est sûr et certain, maintenant c'est l'heure de se quitter. Alors surtout, n'oubliez pas le like si vous voulez envoyer à travers votre écran un tout petit merci virtuel. Et de mon côté, eh bien, je vous souhaite une bonne journée couronnée de succès, de joie, de bonheur, voilà, rien que ça en tout cas. Et moi je vous dis tout simplement à demain.